Salut à tous et bienvenue sur le podcast de la prod. Je suis Jean-Baptiste Lalo, producteur, et dans chaque épisode, je vous propose de rencontrer des actrices et des acteurs du monde de la production, dans les domaines de la pub, du clip, de la fiction et des autres formats vidéo. On parle de leur parcours, de leur métier et de la production. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ça va ? Ouais, très bien, et toi ? Ouais, écoute, très bien. Je suis ravi de te recevoir sur ce podcast dédié à la prod. Écoute, on est à distance. J'espère qu'on va pas avoir de soucis techniques. On a fait quelques tests un peu tous les deux. Mais normalement, c'est du live, donc on verra si ça marche bien. Écoute, bienvenue. L'idée de ce petit temps qu'on va passer ensemble, c'est de parler de toi en tant que productrice et de ce que tu as fait, de ce que tu as fait pour y arriver et de ce que tu fais de ton temps aujourd'hui. Et puis évidemment, on parlera des différentes boîtes avec qui tu as bossé, notamment Iconoclast. Voilà. Ok. Écoute, moi j'ai envie de commencer par le début. Toi, tu viens d'où ? T'as grandi où ? Alors moi j'ai grandi à Paris. J'ai eu une scolarité assez normale, bourgeoise, rive gauche, Montaigne. Et j'avais envie de faire du cinéma et j'étais fan de clips. J'adorais les clips. Moi j'ai vécu le début d'MTV avec la découverte d'une nouvelle forme d'expression que je trouvais vraiment géniale parce que ça alliait ce que j'adorais, c'est-à-dire l'image et deux choses que j'adorais qui étaient l'image et la musique. C'était aussi les premières années du hip-hop, du rap, donc c'était aussi une nouvelle forme de musique. Donc tout ça se mélangeait et c'était quelque chose qui m'inspirait beaucoup. D'accord. Et du coup, moi, j'ai commencé quand j'ai eu mon bac. J'ai eu la chance de pouvoir faire un stage chez Midi Minuit, Partisan Midi Minuit, comme ça s'appelait à l'époque. Ouais. Qui était la maison de production de Michel Gondry, entre autres, mais aussi d'autres réalisateurs internationaux comme Tractor. Et à la base, moi, je voulais faire du montage. J'étais pas du tout partie pour faire de la prod. Mais alors, attends, que je comprenne bien. Toi, t'as fait ton stage juste après ton bac ou t'as fait des études avant ? Non, juste après mon bac. Ah, c'est génial. Donc, t'as pu directement mettre un pied dans la prod, quoi. À la fin, en fait, j'ai fait une année de fac. J'étais en sciences physiques à l'époque. Ouais. Bon, j'étais pas très très bonne. En plus, c'était l'année des grandes grèves, donc j'avais passé 2-3 mois à jouer à la belote. Les profs pouvaient pas venir, donc en fait on travaillait pas, quoi, on jouait aux cartes. Ouais. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage. Je sais même plus comment, qui m'avait branché pour faire ce stage de montage pendant l'été. Et je me suis retrouvée, c'était les tout débuts de l'Avid, puisque ça venait à peine de commencer. Oui, parce que moi j'ai commencé la prod à une époque où il n'y avait pas Internet, ou alors vraiment j'ai vécu la première connexion avec le téléphone, le bruit, etc., etc. Il y avait très peu de PC, on travaillait encore sur des gros ordinateurs. Enfin, moi j'ai vécu vraiment une manière de produire qui était différente, quoi. On recevait les repérages en photo collés dans des chemises en carton, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Donc j'ai vraiment vu la manière de produire des films, mais bon, ça c'est une autre discussion, mais en tous les cas qui s'est complètement modifié avec la révolution du PC, d'internet, des téléphones portables. D'accord, mais en gros tu viens de faire ton année de fac qui s'est moyennement passée, sais plus trop comment tu te retrouves dans un stage montage. Tu savais un peu monter ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc tu te retrouves là pour faire un stage sur l'été de montage et c'est quoi ton premier jour ? Ça ressemble à quoi ? Alors mon premier jour, je m'en rappelle pas. Ah si. Alors je me souviens. Alors les jobs de stagiaire, c'était beaucoup de faire des bandes démos. Ça je m'en rappelle.
Alors à l'époque, on les faisait pas sur ordinateur, on les faisait sur un format qui s'appelait Umatic, qui était l'équivalent de cassettes analogiques, donc l'équivalent d'une énorme cassette VHS qu'on mettait dans des grosses boîtes plastiques. Et pour monter ces bandes, on avait 2 magnétoscopes avec des petits systèmes à l'époque de pré-roll où on devait enregistrer, appuyer sur des boutons. Enfin, vraiment, c'était du bidouillage. Et c'est comme ça qu'on faisait les bandes. Donc moi, je me suis retrouvée à faire des bandes. Et c'est vrai que c'était hyper formateur parce qu'en fait, je me suis retrouvée à voir tous les films de tous les réalisateurs. Déjà que j'adorais parce que chez Partisan, il y avait donc Michel Gondry, Tractor, dont j'étais mais ultra fan. Et je me suis retrouvée à regarder tous leurs films. Ouais. Et à faire les bandes de ces réalisateurs-là. Et je me rappelle qu'un des premiers jours, Georges Berman, qui était donc le fondateur et le boss de Partisan, a regardé une bande que je n'avais pas faite heureusement, et il y avait ce qui s'appelait j'ai oublié le nom, un petit problème technique qui faisait une petite ligne. En fait, c'était une altération de la bande analogique qui faisait comment ça s'appelait? C'est pas un glitch, mais un nom comme ça. Et donc, il y avait dans cette bande, au milieu du film, une petite ligne à un moment sur une image. Et il avait vraiment piqué une colère en disant, mais attendez, on peut pas envoyer ça, c'est une altération du travail, il faut que les bandes soient impeccables. Et du coup, je me rappelle, ça m'avait mis une pression incroyable. Donc, non seulement il fallait monter les bandes, ce qui était assez fastidieux, assez long. C'est pas comme aujourd'hui où on glisse des fichiers dans un petit dossier et on envoie. Et derrière, fallait la re-regarder en entier pour être sûr que on n'avait pas voilà de petites altérations ouais. Dans le montage ou dans la bande qu'on allait envoyer ou aux agences ou aux artistes. Donc là, du haut de tes 18-19 ans, tu découvres le niveau d'exigence, quoi. Exactement. Et ensuite, je commençais à travailler à la Vide, qui donc à l'époque était une machine assez lente, assez contraignante techniquement, parce que les disques durs n'avaient pas d'énormes capacités. Je me rappelle, on était obligé de monter les films en basse def parce que ça pouvait pas gérer les images en trop haute def. Fallait numériser les images, pareil, à travers des systèmes de câblage hyper compliqués, puisqu'à l'époque, les images qu'on tournait étaient donc en pellicule, et ensuite, elles passaient à travers une machine qui s'appelle un télécinéma, qui les sortait en cassette analogique, et ensuite, avec ces cassettes analogiques, on rentrait dans les machines pour monter. Et en fait, un jour, Michel Gondry envoie par coursier sa caméra vidéo en disant numériser ces images. Et la caméra vidéo avait une sortie, un câble qui correspondait pas aux prises qu'on avait qui rentraient dans la vide. Évidemment. Donc c'était la panique, il allait arriver dans l'après-midi, comment on fait, etc., etc. Et on avait, je me rappelle, 2 câbles. Un qui correspondait à ce qui rentrait dans la caméra de Michel Gondry et un autre qui correspondait à ce qui rentrait dans la vide, mais c'était dans 2 câbles. Donc j'ai dit, on peut couper les câbles et les souder pour rentrer. Et mon boss de l'époque m'avait dit, mais comment ça, les souder? Mais tu sais souder? Et bon, moi j'avais appris en EMT en 5e, j'étais pas du tout de la soudure. Et donc il me dit, si tu sais souder, va demander à la fille de l'accueil si on a un fer à souder. Et donc, je vais à l'accueil et je demande à la fille de l'accueil, elle me dit, c'est drôle, Georges Berman, donc le boss, s'en est acheté un hier. Va voir dans son bureau s'il y est. Donc, je monte à l'étage, je me rappelle, je toque au bureau du boss, comme ça, je dis, excusez-moi, est-ce que je peux vous emprunter votre fer à souder? Et il me regarde comme ça, il me dit, il faut quoi faire? Et donc, je suis là, voilà, Michel Gondry a envoyé, et donc il me fait, mais tu sais t'en servir? Je dis, oui. Il me dit, mais t'es sûr, hein? Je pense qu'il avait peur que je mette le feu aux locaux. Ouais. Donc, je dis, oui, j'en suis sûre. Donc, je soude le câble, je l'enroule avec un petit scotch, et pendant que je le soudais en bas, je me rappelle, il est passé, il a regardé par-dessus mon épaule comme ça. On a réussi à brancher la caméra, les images de Michel Gondry sont rentrées dans la vide, et le soir même, Georges Berman m'a convoqué dans son bureau en me disant
bon, je pense que tu es assez débrouillard, tu devrais faire de la production. Et j'avais dit, ah ben non, moi je veux faire du montage, c'est pas du tout mon truc. Il dit, non, mais si, fais-moi confiance. Je vais te mettre sur des projets, je pense qu'il faut que tu fasses de la prod. Et je pense qu'il faut que tu restes avec nous. Ça sert à rien que tu retournes à la fac, reste avec nous. Parce que toi, tu avais prévu de faire ta deuxième année de fac derrière. Ben oui, parce que moi, je voulais tenter Louis Lumière, je voulais tenter des écoles derrière pour faire tout ça. Et au début, bon, je l'ai pas vraiment pris au sérieux. Et en fait, très vite, il m'a mis le pied à l'étrier. À l'époque, il m'a dit, bon voilà, je te donne. Alors, je sais plus combien c'était à l'époque, c'était des francs, hein. Alors, tu as un budget de 5000 francs et tu dois organiser une journée de tournage pour alors Daniel Chenvez, c'était, je me rappelle, qui était le guitariste de Niagara. Ils avaient planté une journée de tournage sur un clip, il manquait des plans. Et donc, il m'avait demandé d'organiser cette journée, mais avec un minuscule budget. Et avec un autre stagiaire, on s'était retrouvés comme ça à organiser cette journée de tournage. On avait dû recréer une fausse rave au fin fond de la forêt de Fontainebleau. Donc vous étiez genre 2 débutants et on vous a laissé gérer tout ça, quoi. Ouais. Et on a réussi à le faire dans le budget, même moins cher. Et du coup, derrière, Georges m'a proposé un poste et sans lui, j'en serais pas là. C'est vraiment lui qui a vu que ça correspondait à ma personnalité, en fait, de faire de la production. Ouais, et puis c'est pas évident de voir quelqu'un qui est débrouillard sur de la technique, sur du montage, qui sait trouver des solutions pour souder et se dire tiens, ça va être quelqu'un de bon pour la prod. C'est pas évident, je trouve, le lien quand même. Même si la débrouillardise c'est important, ça fait pas tout. Ouais, mais alors en fait, ce qui m'a appris, Georges, c'est qu'il y a deux aspects dans la production. Il y a en effet un aspect de débrouillardise, on va dire, de projection, de pouvoir se projeter et trouver des solutions dans la réalité qui est celle d'un film, c'est-à-dire une réalité économique, une réalité logistique et une réalité créative qui a toujours des limites, que ce soit en fiction, que ce soit en publicité, que ce soit en clip. Et l'autre versant de la prod, et c'est vrai que là-dessus on s'était aussi retrouvé avec Georges, c'est la culture. Parce que lui, c'était un grand fan de cinéma, de western, de cinéma américain classique. Et c'est vrai que moi, j'étais fan de cinéma. Moi, ma première année, bon, j'avais joué à la belote, mais j'avais aussi j'ai toujours beaucoup regardé de films, beaucoup regardé de cinéma. Et c'est vrai que à l'époque, donc ma fac, c'était Jussieu. Et c'était dans le coin de tous les cinémas d'art et essai. Et le matin, ils faisaient des séances spéciales étudiants à 10 francs. Et donc, le matin, j'allais au cinéma, puis l'après-midi, je jouais à la belote, quoi. Et c'est vrai que la culture, l'amour de la photo aussi, Georges, c'est toujours un grand collectionneur de photos. Il a une collection d'ailleurs magnifique. Et c'est vrai que là-dessus, il m'a vachement appris. C'est vrai que c'est une inspiration. Et en tant que producteur, c'est quelque chose cette culture-là, cette inspiration qui vous nourrit et qui aide toujours en fait. Parce que quand il faut trouver des solutions, il faut avoir l'aspect logique et terre à terre, mais il faut aussi avoir un point de vue artistique et pouvoir être créatif et amener ce qu'on appelle la production value, c'est-à-dire comment avec très peu de choses on va créer un plan, une séquence, quelque chose qui aura l'air incroyable à l'image. D'accord, donc c'est vraiment les deux choses qui t'a transmises, quoi. Ouais. Et puis après, Pardon, vas-y. Non, vas-y, fini. Et comme en fait, on travaillait en clip, alors dans une économie qui à l'époque était quand même plus élevée que ce qu'on a aujourd'hui, mais qui est quand même une économie assez réduite avec des grosses ambitions, la production value, c'était quelque chose qu'on avait toujours à l'esprit, c'est-à-dire comment on va créer des images fortes, qui claquent, qui ont l'air d'avoir coûté des millions de dollars avec rien du tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours servi dans ma carrière et que j'ai mis en œuvre
plein de fois. Il y a plein de films où avec des solutions de bout de ficelle, parfois on arrive à créer des choses qui ont l'air spectaculaires. Tu te souviens d'un exemple de cette époque partisan, justement, d'un truc comme ça qui avait bien fonctionné ? Ou après, d'ailleurs. Hein. Alors, c'était il y a longtemps, l'époque partisan. Non, mais par exemple, sur le clip, alors c'était quand même un clip gros budget, mais c'est un clip que j'ai produit plus tard, qui était le clip de Romain Gavras, de Jay-Z et Kanye West, où on avait dû recréer des émeutes. En fait, on recréait des émeutes dans une ville, et on avait aussi toute une partie du clip, c'est des images de statues qui représentent la guerre. Et on avait envie de filmer les 2 fresques qui sont sur l'Arc de Triomphe. Et c'est vrai que c'est des fresques qui sont à, 30 mètres de hauteur. Donc il fallait une grue géante qui coûte des milliers d'euros qu'on n'avait pas du tout dans l'économie, même si c'était un gros clip américain, on n'avait pas du tout l'argent pour avoir ces grues. Et tu tournes à Paris, c'est ça ? Alors on a tourné à Paris et on a tourné à Prague. Et comme on était très ambitieux et on avait plutôt mis l'argent pour avoir beaucoup de figurants, on n'avait pas l'argent pour cette grue pour filmer ces fresques de l'Arc de Triomphe. Et en plus, c'était de nuit parce qu'on n'avait pas le droit de les tourner de jour, et on n'avait pas non plus l'argent pour les éclairer. Et la solution qu'on avait trouvée, c'était pour recréer le mouvement de caméra, c'était de prendre une nacelle ciseau qu'on avait louée chez Kiloutou, mais qui allait très haut, mais qui coûtait, je sais plus, 700 €, je crois. Et en fait, la nacelle ciseau, elle montait. Alors, elle montait avec des petits à-coups, mais franchement, quand on voit le film, on a l'impression que c'est un mouvement de grue fait à la Technocrane 50 pieds. Hein. C'est énorme. Et pour éclairer, on avait pris des stagiaires avec des flares qui sont les espèces de torches qui envoient de la fumée qu'on voit dans les matchs de foot. Sauf que ça envoie des lumières très très fortes et colorées à l'allumage. Donc en bas, on avait 2 stagiaires qui allumaient ces torches, qui couraient, et on appuyait sur la nacelle Kiloutou, et on avait fait comme ça ces plans qui, à l'image, vraiment sont super beaux et rendent super bien, mais qui sont un peu faits de briques et de broc, quoi. En vrai. C'est top, hein. Et ça, c'est vraiment un truc que Georges m'a appris. La production value, c'est comment tu arrives à trouver des idées qui vont faire que voilà, ton plan, il a l'air de coûter 50 000 $ alors qu'il en a coûté 4, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est moteur, ça, le fait d'avoir justement pas assez d'argent, avec des ambitions plus élevées? Tu penses que c'est moteur justement pour trouver des idées? Tu penses qu'on est meilleur dans ces moments-là? Ou est-ce que les deux sont vrais, hein. Enfin, les deux sont vrais. Parfois c'est moteur et puis parfois on fait pas de miracle. C'est pas. Mais oui, c'est excitant en tous les cas de trouver des solutions. En fait, juste le métier de producteur qui est celui c'est presque un métier. C'est Marine Karmitz qui disait ça. C'est presque un métier d'accoucheur, c'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un, un réalisateur ou une agence qui ont une vision, c'est-à-dire qui vous amène un script, et il faut rendre tout ça vrai. Et ça, c'est hyper excitant de le faire en vrai. C'est presque un jeu, quoi, de mettre en branle les moyens pour que cette vision, elle se matérialise. C'est assez génial. Franchement, moi, j'estime que j'ai vraiment de la chance de faire ce métier, quoi. C'est jamais pareil. C'est toujours des challenges. C'est complètement fou. Alors oui, c'est du stress et des responsabilités, mais c'est vraiment amusant, quoi, de faire ça. C'est énorme. Et chez Partisan, t'es resté longtemps? Je suis restée 3 ans. Et tu faisais que du clip ou tu as fait autre chose? Non, j'ai fait que du clip. Et Partisan, ça ressemblait à quoi à cette époque-là? Il y avait du monde? Ouais, il y avait du monde. Il y avait du monde. C'était pas la plus grosse boîte. C'était une boîte plutôt moyenne. Et en fait, c'est une boîte qui rayonnait beaucoup plus à l'international. C'est-à-dire que les talents venaient souvent de France, comme
Michel Gondry, après il y a eu Alexis Martin, il y a eu Antoine Bardou-Jacquet. Donc souvent le développement de talent se faisait en France, mais c'est vrai que en pub, donc la partie économique la plus efficace, on va dire qui a apporté le plus d'argent, elle se faisait à l'étranger. D'accord. Et c'est vrai il y a un petit paradoxe parce que par exemple Michel Gondry, il a dû faire des dizaines, si ce n'est des centaines de publicités. Je pense qu'il en a fait 2 ou 3 en France, alors que et ça a été un des meilleurs réalisateurs. C'était Partisan France qui allait monter des filiales à l'étranger pour trouver des pubs à faire pour le compte de Partisan. Ils avaient des bureaux, ils avaient un bureau à Londres et ils avaient un bureau à Los Angeles. Ouais, d'accord. Donc c'était Partisan, c'était pas les réalisateurs de Partisan France qui allaient juste tourner en loan-out. Non. C'était Georges, c'était vraiment un des premiers à avoir fait ça et c'est vrai que c'était un pari difficile un pari difficile de boîte française de réussir à l'étranger parce que c'est vrai que et surtout sur le marché anglais qui est un marché très protectionniste qui est très difficile à d'ailleurs je me demande si c'est pas le seul qui a réussi hein. Alors nous on a par exemple Iconoclast aujourd'hui nous on a un bureau à Londres qui marche mais c'est vrai que c'est pas le bureau qui marche le mieux le marché anglais c'est un marché très difficile à intégrer et Partisan a super bien réussi ça. Ouais. D'ailleurs les plus beaux films de Michel Gondry il les a fait à Londres. Il a vraiment toutes ses plus belles pubs et Tractor aussi, elles ont été faites à Londres. Ouais, d'accord. Et alors du coup, t'es resté que 3 ans, enfin que 3 ans. Pour une première expérience, c'est déjà pas mal, mais t'as fait quoi après ? Après, je suis devenue directrice de production freelance. Ouais. J'ai continué à travailler pour Partisan en freelance. Et j'ai été travailler à la concurrence. J'ai découvert d'autres productions avec un état d'esprit un peu différent, d'autres réalisateurs, et c'était génial parce que ça m'a ouvert des horizons, quoi. Et comment tu bossais sur des tournages qui se faisaient en France ou non tu bossais sur des tournages internationaux avec des boîtes internationales, c'est ça ? Alors ça c'est venu plus tard. En fait, d'abord j'ai été directrice de production. J'ai travaillé avec différentes sociétés comme les Télécréateurs, Bambi, ce qui a été Entropie. J'ai beaucoup bossé avec Entropie. Et j'ai eu la chance, à travers des réalisateurs étrangers que j'avais rencontrés à travers des productions françaises, qu'ils m'appellent à travers leurs productions étrangères. Ah ouais. Donc par exemple, j'ai commencé à travailler pour des prods anglaises comme Independent. C'est des réalisateurs qui s'appelaient les Gard Brothers, qui s'appellent toujours les Gard Brothers. Comme j'étais freelance, ils m'ont dit viens travailler avec nous pour les Anglais. Donc comme ça, je me suis retrouvée à travailler pour les Anglais, pour les Américains. J'ai travaillé pour Directors Bureau, pour Smuggler aux États-Unis. Et c'est vrai que ça m'a donné un peu une overview un peu de la manière dont pouvaient travailler les Anglais, les Américains, qui est un petit peu différente de la manière française. En quoi, par exemple, c'est quoi ce que logistique. Ouais. Logistiquement. Déjà, le directeur de production, il y a pas vraiment, les producteurs viennent pas vraiment sur les tournages, donc ce qu'ils appellent le line producer produit tout, c'est-à-dire qu'il est aussi bien en responsable du budget que responsable de la relation avec l'agence, en tout cas particulièrement sur la partie en publicité et en clip, c'est pareil, en fait, tu gères tout. Et puis après, il y a il y a un état d'esprit, une culture qui est un petit peu différente, qui est un petit peu plus anglo-saxonne. On va dire que la relation au business et à l'argent est pas vraiment pareille qu'en France. En France, c'est un petit peu plus latin, quoi. Plus opaque, tu veux dire ?
Opaque, non, mais on va dire c'est un peu plus... Non, c'est pas opaque, mais en France, on te donne un budget, puis tu te débrouilles dans ton budget, tu fais ton film, tu dépenses plus, tu dépenses moins, parfois c'est pour ta pomme, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Voilà, il y a un côté un peu plus versatile où on s'arrange qu'il n'y a pas en Angleterre ou aux États-Unis, où les choses sont un petit peu plus carrées. Un exemple tout bête, sur un tournage de pub en Angleterre ou aux États-Unis, si l'agence te demande un plan supplémentaire, eh ben, dans la minute, elle te dit, tu me chiffres et elle te paye les heures sup, elle te signe sur le tournage un devis additif. En France, on va dire, tu peux me le faire rentrer. Ah ben, on te dit, tu tournes ce plan. Voilà, il va falloir tourner ce plan. Donc c'est une manière qui a ses avantages parce que c'est beaucoup plus libre aussi. Parfois, créativement, t'es plus libre parce que ils vont être plus ouverts à changer les choses à la dernière minute, les Français. Alors que les Américains, si t'as dit que tu faisais comme ça, tu fais comme ça. Puis c'est très compliqué de changer. Mais aussi, c'est aussi plus clair dans le business. Et il y a aussi un petit côté, en tous les cas aux États-Unis, ils ont une culture où il faut que tout le monde gagne sa vie. C'est-à-dire que ça ne pose pas de problème moins de problèmes de dépenser plus parce que tu sens qu'aux États-Unis, et ça c'est une culture de pays où il faut que tout le monde gagne sa vie, il faut que tout le monde gagne de l'argent, donc c'est ok de dépenser plus. Alors qu'en France, il peut y avoir beaucoup plus une méfiance de je me fais arnaquer, etc., etc. Ouais. Donc c'est un état d'esprit assez différent. D'accord. Et donc du coup, toutes ces prods-là, tu y allais par exemple, les prods américaines, là, tu allais sur place pour faire les films ou tu faisais tout ça depuis la France? Non, je faisais ça souvent. En fait, les Américains, ils m'appelaient quand c'était des jobs avec des réalisateurs européens et ça les arrangeait. Ouais. Avec des réalisateurs européens ou en Europe ou en Asie, parce que ça les arrangeait d'avoir quelqu'un qui était dans la même time zone que leur réalisateur et que l'endroit où ils tournaient. Donc en fait, je travaillais de chez moi, puis après on tournait en Europe de l'Est, par exemple, ou parfois à Paris, ou parfois en Espagne, ou parfois en Asie. Et comme j'étais dans la même time zone que leur réalisateur, c'était hyper pratique parce que ça nous permettait de préparer et puis de partir ensemble, quoi. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. Et donc toi, t'as fait ça pendant combien de temps, le côté freelance là Ouh là là, mais pendant très longtemps parce que... T'étais jusqu'à Econo? Ouais, jusqu'à Econo, j'étais freelance. D'accord. Et j'ai travaillé aussi pour Econo en tant que freelance. D'accord. T'as fait un passage en Amérique du Sud ou j'ai mal lu? Non, j'ai fait un passage en Amérique du Sud. Ouais, j'ai fait 2 ans en Argentine où j'ai fait du service là-bas. D'accord, super. C'est top. Ça, c'était une petite parenthèse. Je suis tombée folle de ce pays quand j'y étais pour tourner. Et en fait, je me suis tout de suite fait des potes. Et un soir, j'étais dans un dîner et j'ai parlé avec un producteur et je lui ai dit, je reste très bien. Et il m'a dit, si tu veux, je t'engage. Et en fait, je suis partie pendant 2 ans. Ah, c'est énorme. Alors, t'étais juste en voyage, en vacances ou? Oh non, en prod. J'étais en prod sur un film. Ça faisait la 2e ou 3e fois que je retournais et vraiment, j'adorais, quoi. Et à l'époque, j'étais célibataire. J'avais pas vraiment de raison. Je pouvais me permettre de faire une folie comme ça. Et en fait, ce que je faisais quand même, c'est que je revenais. En fait, je faisais la saison en Argentine. Donc, je restais 7 mois en Argentine. Et quand c'était l'été, qu'il n'y avait plus de tournage en Argentine, je revenais en France et je faisais un job en France et je faisais mes vacances en France. Et du coup, c'était l'été en France, c'est ça? Voilà. Ah ouais, donc tu faisais 2 ans d'été. Voilà. C'est bon, ça. C'était pas mal. C'est super. Et prod en Argentine, tu as senti de grosses différences je sais pas à quelle époque c'était au niveau politique là-bas, mais ça fonctionnait vraiment différemment d'ici ou pas? Non, c'était plus sur le modèle français. Et moi, je faisais du service, donc c'était un peu différent. Moi, j'étais vraiment là pour organiser les tournages pour des productions étrangères. Mais c'est vrai que ça avait ses limites, parce qu'au bout d'un moment, c'était de plus être à l'origine des projets et de travailler main dans la main avec les réalisateurs. Ça m'a un peu manqué. Et puis après, la France me manquait. Et du coup, je suis rentrée. C'était un peu limité, le service, pour le coup. Ouais, d'accord. On venait essentiellement vous voir pour des paysages et pour des...
Oui, les paysages. Pour la météo. Déjà, voilà, la météo pendant que c'était l'hiver en Europe, puisque l'Argentine, c'est vrai qu'il y a une variété. Déjà, il y a un centre-ville qui ressemble à une ville européenne et particulièrement à Paris. Ça coûtait vraiment pas cher à l'époque et voilà, et le fait que ce soit l'été quand c'est l'hiver à Paris, c'était super utile. Ouais. Et comme c'était un pays qui avait une grosse culture de cinéma, il y avait des bons techniciens, des bons comédiens, un casting super, donc c'est vrai que c'était et c'est toujours un super endroit pour tourner, l'Argentine. Ouais, d'accord. Donc 2 ans dans ce joli pays à rentrer quand même régulièrement au milieu de ta carrière de freelance de Dearprod. Ouais. C'est ça. Et ensuite, quand t'es rentré justement, il s'est passé avant que tu arrives chez Icono, c'était 2013 Icono, c'est ça? Ouais, c'était 2013. Juste avant, j'étais freelance et c'est vrai que je travaillais beaucoup. En fait, moi, je travaillais beaucoup j'avais 5-6 réalisateurs avec qui je travaillais beaucoup en tant que freelance, que je retrouvais régulièrement. Et c'est vrai qu'il y en avait 2 qui étaient Romain Gavras et les Megaforce, 2 qui étaient donc chez Iconoclast. Donc je me suis mise à travailler avec eux en freelance avec Iconoclast, et c'est vrai qu'on s'est très bien entendu avec Nicolas et Mourad qui étaient les fondateurs d'Icono. Et très vite, Mourad m'a proposé une place de productrice, et moi à l'époque, en fait, ça marchait tellement bien mon statut de freelance que je lui dis non, ça m'intéresse pas. Et en fait, à l'époque, il m'avait proposé son premier job avec Dior, qui était le Dior Homme avec Romain, et je suis tombée enceinte pendant la prépa du job, donc je lui ai dit, parce que juste qu'il sache au cas où il y aura un souci, même si c'était le début, et il m'a dit t'es enceinte, tu vas pouvoir devenir productrice chez nous, tu peux pas continuer à avoir cette vie de freelance et tout. Et il a vu ça comme une opportunité de te recruter. Ouais. Il m'a dit oui, c'est le moment, quoi. Et je lui ai réfléchi et je me suis dit peut-être qu'il a pas tort. Et il m'a dit mais de toute façon essaie, au pire si ça te plaît pas tu redeviens Dearprod. Et je me suis dit il a raison. Et puis j'ai essayé, puis en fait ça c'est voilà. Cool. Et donc là quand t'as fait ça, c'est un peu la première fois que tu faisais le travail de productrice vraiment, avec le côté aussi c'était pas la première fois que tu étais à gérer l'agence, à gérer le réal, parce que tu l'avais déjà fait avant, tu m'avais dit, non? Oui, parce que la question que j'ai, c'était est-ce que tu découvrais ce métier de productrice? Alors il y a une partie du métier que je ne faisais pas, qui était la partie de démarchage et de développement de projet. Ça, je la faisais pas, mais c'est vrai que moi, comme je bossais à l'étranger ou que j'étais seule pour les tournages avec les réalisateurs, en fait, je le faisais, la partie production terrain, je le faisais, relation avec l'agence, etc., je le faisais déjà. Ouais. Et c'est vrai que même les films sur lesquels je bossais en France, voilà, j'étais un peu, les producteurs me laissaient un peu aux manettes, donc ça c'était pas trop une découverte. La découverte, ça a été plus sur la partie commerciale, relation avec les agences, etc., etc. Et donc justement, quand t'as commencé ça, quand t'as commencé Iconoclast, t'as dû te former à ça, enfin te former, mettre les mains dedans direct, ou ça s'est passé comment le début? Ça allait parce que déjà il y avait du boulot chez Iconoclast, donc des projets parfois Mourad et Nicolas me donnaient certains de leurs projets qu'ils n'avaient pas le temps de faire, et puis moi, de par mon expérience, j'avais quand même un bon carnet d'adresses d'agences et de directeurs de création que je connaissais de par mon expérience passée, qui m'ont appelé, qui m'ont suivi dans mon expérience Iconoclast. Donc t'as pas eu besoin d'aller faire tout Paris pour te présenter? Non, j'ai eu de la chance. C'est pas mal. J'ai eu de la chance. Et Iconoclast, ça ressemblait à quoi à cette époque-là? Oh ça ressemblait à un joyeux bordel, mais ça l'est toujours. Ouais. Il y avait combien de personnes? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Il y avait déjà, c'était le début, hein. Ça faisait 2 ans que ça existait. Non, c'était petit. C'était le début. En fait, je me rends pas compte, mais c'est vrai que c'était plus petit.
Après, les boîtes de prod, dans tous les cas, nous, ça reste un métier un peu artisanal, hein, la prod. C'est pas quelque chose que tu peux, en tous les cas, nous, la manière dont on l'aborde chez Iconoclast, certaines boîtes de prod pensent autrement, mais nous, on fait ça de manière artisanale, c'est-à-dire que tu peux pas, comment dire, ça peut pas devenir une usine où tu fais des films. En tous les cas, nous, notre valeur ajoutée, c'est c'est justement de faire des films à forte valeur ajoutée avec notre spécialité, c'est ce qu'on appelle le craft, c'est notre savoir-faire, c'est-à-dire faire des très beaux films avec un point de vue artistique fort, etc., etc. Et du coup, ça c'est quelque chose, pour le faire, il faut le faire de manière artisanale. C'est un peu comme la haute couture. Si tu perds et que tu commences à faire du prêt-à-porter, tu fais des films qui se ressemblent et qui n'ont pas la même qualité. Donc même si on est un peu plus nombreux qu'à l'époque, on reste une boîte quand même assez artisanale. Ouais, d'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien ? Je sais pas. Alors chez Iconoclast, on est 6 producteurs. D'accord. Enfin 7, pardon. Les 2 boss et non, attends, je te dis des bêtises. 5 producteurs et les 2 boss qui produisent aussi. D'accord, ok. Et on a aussi Manon et Horace qui gèrent le digital et le clip. D'accord. Et ensuite, vous avez des coordinateurs de prod, tout un tas on a 2. Plus petites mains. Non, donc vous êtes une grosse dizaine, si je comprends bien. Oui, et après, on a un département print qui fait de la photo. On a un département fiction qui développe les projets de fiction. Et on a un département musique aussi. Mais bon, à chaque fois, c'est 2-3 personnes, tu vois. Ouais, d'accord. Ok, ouais. Donc c'est vraiment à taille humaine, quoi. Oui, non, c'est pas énorme, non. D'accord. Et du coup, alors, tes premières années chez Iconoclast, ça a donné quoi ? Donc tu faisais toujours ce que tu faisais avant, donc de la pub, si je comprends bien. Tu faisais plus de clips, hein ? Non, j'ai plus fait de clips. Je fais des coups de main parfois, hein, mais. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé en gros depuis que tu es arrivé là-bas, tes premières années là-bas on a eu la chance de grandir, on a eu la chance d'ouvrir des bureaux à l'étranger et de développer donc en commun. Après, le cœur de travail chez nous, c'est vraiment le développement de talents et trouver les talents et les développer. Donc, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Brésil. Et moi, j'ai la chance de travailler avec ces différents bureaux, justement, pour voir comment on peut faire pour que tel réalisateur puisse faire ce clip dans tel pays, etc. Enfin, réussir à construire leur bande et à grandir ensemble. Et du coup, vous avez, dans ces pays-là, c'est quoi, c'est 2-3 personnes ? Ah non, à chaque fois, c'est une dizaine de personnes. Ah oui, donc ça ressemble comme à Paris, quoi. C'est quand même plus petit dans certains pays, mais c'est une petite dizaine de personnes à chaque fois. D'accord, ok. Et toi, en même temps, je n'ai jamais été visiter le bureau au Brésil. Ça se trouve, ils sont beaucoup plus. Mais je crois pas. Et donc, toi, tu es amené à bosser avec eux plus ponctuellement, comme ça, sur des sujets ponctuels, ou tu dois aussi développer ces pays-là on se parle tous, en fait, régulièrement. On échange, puisqu'on travaille avec les mêmes réalisateurs. On échange sur les projets, les réalisateurs. Là, en ce moment, la situation qu'on vit depuis 1 an, le Covid, c'est vrai que ça a été très violent et de manière différente dans chaque pays. Donc, c'est aussi un moment, les moments d'échange, c'est des moments où on se serre un peu les coudes, où on essaie, tu vois, de s'entraider, de se dire, ah ouais, nous, on voit ça, nous, ça va mieux. J'avoue que c'est assez agréable, en fait, de se parler entre bureaux pour ça en ce moment, entre pays, parce que ça nous donne une espèce de perspective. Déjà, ça nous montre qu'on n'est pas les seuls à souffrir de cette situation, et parfois, ça nous donne aussi des perspectives
à court terme ou à long terme que ça va aller mieux. Et puis surtout, en l'occurrence, nous qui avons un bureau aux États-Unis et un bureau au Brésil, qui ont vraiment vécu la pandémie de manière terrible parce qu'elle a été combinée avec une gestion politique catastrophique, enfin, en Angleterre aussi, hein, mais eux, ça a quand même été le pompon. C'est vrai que ça nous a fait relativiser. Ouais, il y a pire ailleurs, quoi. Ah, là, c'est vrai, je me suis vraiment dit ça. D'accord. Et du coup, donc ces pays, ils étaient, au tout début, ils n'étaient pas ouverts, j'imagine. Ça s'est ouvert petit à petit. Ouais, ça s'est ouvert petit à petit et on a essayé de grandir ensemble. Et ce qui est génial, c'est que maintenant chaque pays a amené ses talents qui sont vraiment en train. Là, si on regarde dans notre roster, Jonas Lindström, c'est un des réalisateurs qui cartonne le plus. C'est un talent qui a été développé par l'Allemagne. Jen Enkiru, qui est une réalisatrice géniale, c'est un talent qui a été développé par l'Angleterre. Et tous les deux, aujourd'hui, ils travaillent dans le monde entier et ils cartonnent. Et ça, c'est super parce qu'ils ont travaillé un coup en France, un coup en Angleterre, un coup en Allemagne, et que tout ça a nourri. Voilà, ça a nourri ces talents et ça a permis de les faire éclore et aujourd'hui d'avoir une visibilité à l'international et travailler. Ça leur permet de travailler sur des projets d'un niveau super élevé, quoi. Et puis j'imagine tu as des réals qui quelquefois tournent beaucoup plus dans des pays qui sont pas les leurs. Oui. Qui fonctionnent mieux à l'étranger, tu sais pas forcément pourquoi, mais... Oui, Jen, c'est un bon exemple. Jen Enkiru, là, aujourd'hui, elle bosse principalement pour les États-Unis. Elle a fait un clip pour Beyoncé, elle travaille pour Apple, elle travaille pour Nike. Après, elle a une activité de conférencière en dehors de son activité de réalisatrice. Donc, c'est vrai qu'elle a l'habitude de faire des conférences à travers le monde. Ah, c'est original, ça. Ouais. Elle est, mais voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant. Pour ça, le côté international et le réseau Iconoclast, c'est un outil de développement qui est formidable. Justement, c'est une question que je voulais te poser, mais plutôt pour des réalisateurs qui sont un peu plus débutants. Parce qu'une fois qu'ils sont chez vous, j'imagine que oui, passer d'un pays à l'autre et tout ça, ça permet de les développer. Mais si on revient un peu au début de cette recherche de talent, comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça ? Est-ce que pour toi, avec les réalisateurs qui vous contactent, ça suffit pour faire le tri et voir ceux avec lesquels vous voulez, ceux que vous voulez développer ? Est-ce que à l'inverse, vous avez aussi une démarche un peu plus de recherche active par vos équipes ? Comment vous faites ? Alors, il y a plusieurs sources de talent, je dirais. Il y a ceux qu'on développe en interne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chez nous, qui sont tout bêtement des stagiaires, qui se retrouvent... Il y a certains de nos talents qui sont des anciens stagiaires. Qui ont commencé à travailler chez nous, qui assistent les réalisateurs, qui font de la direction artistique et qui deviennent plus tard réalisateurs. Et il y a après ceux qu'on embarque à travers un clip, à travers un court-métrage, à travers un film. Et ça, c'est vrai qu'on est toujours aux aguets. On fait les promos, on regarde les films de fin d'école, on regarde les clips qui sont à l'étranger, etc., etc. Et après, on reçoit aussi... il y a des gens qui nous démarchent, on regarde toutes les bandes de tous les réalisateurs qu'on reçoit par mail. Mais on en reçoit beaucoup. De gens qui nous envoient leurs films de fin d'études, un court-métrage qu'ils ont fait entre potes, etc. Et on essaie de garder l'œil ouvert à tous les potentiels talents. Alors des fois ça marche, on prend des jeunes talents et on arrive à les développer, puis des fois ça marche pas, puis ils vont ailleurs et ça marche avec d'autres gens. Après
il y a des histoires de synergie, de timing. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette miracle. Ouais. Et du coup, vous avez Standard, ils vous ont rejoint, hein, c'est ça. Maintenant, ça a fusionné avec vous. Hein. Oui. En fait, Standard, c'était une entité qui existait au sein d'Iconoclast et on s'est rendu compte que c'était pas très efficace d'avoir 2 entités séparées, que c'était mieux qu'on réunisse un peu tout le monde sous le même toit pour un Mais c'était un positionnement différent. Standard avait un positionnement un peu moins crafté ou un peu plus digital. Non, ou c'était pareil un peu plus sur le dev, justement, un peu plus sur le développement. Et en même temps, on s'est rendu compte que c'était pas tout le temps viable. Il faut toujours que tu aies des gros poissons pour pouvoir nourrir les petits. Et à un moment, on s'est rendu compte que c'était plus logique d'avoir tout le monde réuni qui mettait ses forces ensemble plutôt que de diviser ça dans 2 maisons. D'accord. Et justement, moi j'avais l'impression que Standard quelquefois prenait certains films plus petits également, mais c'est peut-être une erreur. Mais du coup, j'avais une question sur ça justement, ces budgets plus petits, ces budgets plus digitaux entre guillemets, même si ça veut plus rien dire. Comment vous fonctionnez avec ça ? Est-ce que vous faites des films où justement il y a moins d'argent que sur des campagnes normales ? Oui, bien sûr. On fait du digital, on fait des tout petits films. On essaie de pouvoir travailler dans toutes les économies et en fait, ça fait partie du développement. C'est hyper important. Ouais. Donc c'est comme ça que vos réals petits entre guillemets passent parfois par ces films-là avant de. Oui, puis il y a le clip pour nous et qui est une économie bien moins. Encore pire que le pub digital. Et parfois pire que le digital, mais qui te laisse une liberté de création qui pour nous est vachement intéressante. Et c'est comme ça que la plupart des réals d'Iconoclast, pour pas dire tous les réals d'Iconoclast, ont été développés. C'est à travers les clips. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que si tu regardes par exemple The Blaze, ils ont explosé à travers leurs clips. C'est-à-dire que Territory, qui a gagné Grand Prix Craft, et d'ailleurs ça a été critiqué parce que ça a gagné un Grand Prix à Cannes en craft, et certaines personnes ont dit ah oui mais alors attendez, c'est un clip, c'est un peu de la triche, ça marche pas, etc. Et malgré tout, enfin ils avaient pas fait de publicité à l'époque. Et c'est devenu, ils ont eu une visibilité sur l'international alors que dans leur bande il y avait 2 clips. Ouais. Mais justement, donc, ça me fait une transition sur une autre question justement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ce cas-là où tu as un réalisateur il y a un brief qui arrive d'une agence, le réalisateur peut le faire, il a la vision qu'il faut, mais il a 2 clips dans sa bande et pas une seule pub. Et ben, comment ça marche ? Comment on arrive à vendre un réalisateur comme ça ? On est d'accord, ça marche pas. Non, ça marche pas. Il y a aujourd'hui, surtout en France, c'est un vrai problème de trouver des agences qui sont prêtes à prendre des risques sur des réalisateurs jeunes. C'est un vrai souci. Autant c'est quelque chose qui... alors, il y a quelques clients qui le font. Quelques clients. Et étonnamment, ça vient souvent du luxe, de la mode, où ils vont un peu plus prendre des paris parce que on va dire qu'ils sont inspirés par des clips et qu'ils sont un peu plus inspirés par le côté un peu plus créatif du clip. Alors eux font un petit peu plus confiance et vont prendre un petit peu plus de risques. Les agences de pub un peu plus classiques, c'est vachement compliqué. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai souci et que chaque année, c'est un sujet qui est abordé au club DDA parce que c'est toujours vachement compliqué de trouver. Ils ont une catégorie jeunes talents où il faut des réalisateurs. C'est une première réalisation et une des règles pour pouvoir concourir dans cette catégorie est de ne pas avoir plus de 3 ans d'activité. Donc c'est tellement compliqué de devenir réalisateur et d'avoir accès à une publicité. En 3 ans, c'est pas facile.
c'est vraiment pas facile. Donc du coup, on se retrouve avec quasiment rien à juger ou à faire juger par les juges. Et du coup, c'est vrai que c'est aujourd'hui quelque chose avec lequel on a énormément de mal, nous producteurs, c'est le développement de jeunes talents et les faire passer ce step de la publicité ou de la publicité avec un peu plus d'argent et de budget. Et vu ce... Pardon, vas-y, finis. Et d'où un autre souci et un autre combat qui est le combat de la représentation et de l'inclusion chez les réalisateurs en France, où on est quand même très très mauvais. Et c'est vrai que c'est un constat qu'on a aussi refait cette année quand on a vu le palmarès du club DDA, puisque la quasi-intégralité des gens primés, en tous les cas en réalisation, c'est des hommes blancs. Alors pas que j'ai un problème avec les hommes blancs, mais c'est bien s'il n'y a pas que des hommes blancs. Puis avoir des femmes, des gens non blancs. Et, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Et c'est vrai que les jeunes réalisatrices ou les jeunes réalisateurs qui viennent d'un milieu un peu différent, ils ont énormément de mal de passer le step et d'avoir accès à des compétitions sur des jobs un peu plus confirmés. Parce que voilà, la confiance, elle a du mal à s'installer. Surtout en ce moment où on sait qu'avec la pandémie, les clients ils sont encore plus frileux, ils ont encore plus peur de perdre leurs clients, ils ont encore plus peur de prendre des risques. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Et ça se resserre vers les talents confirmés. Ah ben oui, et là on voit des compétitions et on voit comme il y a moins de travail, on voit des réalisateurs ultra confirmés monter sur des compétitions de films ni incroyables créativement, ni incroyables en termes de budget, parce que voilà, il y a moins de boulot et que tout le monde a besoin de se rassurer, quoi. Ouais, donc c'est un vrai problème. Et justement, vu ce constat-là, parce que les choses sont comme ça en France en tout cas, si t'as un jeune réal qui dit mais moi j'ai pas fait de pub, j'aurais envie d'en faire, qu'est-ce que tu me conseillerais pour y arriver? Moi, dans 5 ans, j'ai envie d'être réal de pub. Faire des films, faire des courts-métrages, faire des... Aujourd'hui, t'as des outils qui valent très peu d'argent qui te permettent de faire des films avec quasiment rien, c'est de faire des films. Vraiment. De faire des films créatifs, des clips, c'est assez facile voilà. Avec un petit budget, c'est de ne pas hésiter à faire des choses. Ouais, mais justement avec ce constat du fait que quand t'as pas une pub dans ta bande, tu peux pas gagner une pub. En gros, je simplifie. Est-ce que faire un court-métrage ou un clip, ça va suffire à développer un jeune talent, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il aille faire quelque chose qui ressemble un peu plus à une pub? Qu'est-ce que t'en penses? En tous les cas, s'il fait quelque chose de bien créativement, il trouvera une production qui derrière mettra le muscle pour lui faire passer l'étape d'après. Ça dépend à quel niveau il en est, si tu veux. Ouais. Après, aujourd'hui, l'idée de faire une fausse pub qui ressemble à une pub, en tous les cas, moi je vais parler pour ma paroisse, c'est pas ça qui nous attirera chez un jeune talent. Chez un jeune talent, ce qui nous attirera, c'est plus l'originalité, le point de vue, les choses à dire. Voilà. D'accord, donc plutôt faire... Néanmoins qu'il y a un changement qui ne s'est pas encore opéré en France et qui va s'opérer obligatoirement parce qu'il est en train de s'opérer énormément de pays dans le monde. C'est-à-dire que, en fait, ce côté un petit peu sclérosé de toujours bosser avec les mêmes vieux réals et en vieux, moi je me mets dans le lot, moi je suis une vieille de la prod. Il y a un moment où il faut que ça s'ouvre et c'est vrai qu'on voit il y a énormément de marques, de très grosses marques et de très grosses agences qui aujourd'hui ça fait partie de leurs objectifs, c'est d'essayer de bosser avec des gens un petit peu différents qui vont amener un point de vue différent, d'avoir de la diversité dans leurs équipes, chez les producteurs, les réalisateurs qui vont engager. Et c'est vrai que si et les marques et les agences et même nous, les producteurs, on ne fait pas cet effort d'essayer d'ouvrir un petit peu le scope
et d'aller recruter des gens un peu différents pour avoir une équipe un petit peu plus riche, ça ne changera pas. Et cette prise de confiance, on sent qu'elle n'a pas été encore prise. Mais c'est vrai que par exemple, Wyden and Kennedy, ça fait partie, n'importe quelle compète, c'est la première chose qu'ils envoient. Ils envoient un petit manifeste qui t'explique que maintenant, leur volonté, c'est d'ouvrir le champ des gens avec qui ils travaillent et des points de vue, des artistes avec lesquels ils vont travailler, des réalisateurs. Et donc, que ce soit pas obligatoirement un homme en blanc. Ouais. Mais voilà, des points de vue différents. Et à un moment, les marques ne peuvent pas se passer ne peuvent pas se passer de ça. On a quand même l'impression de voir plein de films qui prônent la diversité et tout ça, mais produits derrière dans l'envers du décor, c'est toujours les mêmes façons de produire qui elles ne changent pas, quoi. Ouais, mais quand même, si on regarde la communication en France, on reste quand même, on n'est quand même pas à la pointe. Je vois encore aujourd'hui des publicités qui pour moi, me choquent dans la manière dont elles représentent. Il n'y a pas longtemps, il y a un grand constructeur automobile français qui a fait une publicité sur un utilitaire, et c'est l'histoire d'un monsieur qui se réveille à toutes les époques pour aller conduire son utilitaire, et donc il se réveille à 5h du mat et il part avec son utilitaire et il réveille sa femme qui dort. Et donc il y a ça dans les années 50, 60, 70 et de nos jours. Et à chaque fois, c'est quand même fou. C'est à chaque fois, à toutes les époques, et c'est pas le même personnage, hein. C'est un homme qui se réveille. C'est toujours un mec qui réveille sa femme, qui elle dort. Qui roupille dans le lit. C'est quand même fou. Ça me paraît fou de communiquer à notre époque comme ça. Ça aurait très bien pu être à une époque. Être une femme. Être une femme qui conduit un utilitaire, et même si c'est pour lui donner. Elle n'est pas obligée d'être ouvrière, et d'ailleurs on voit il y a ces différents métiers. Voilà, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de communiquer comme ça. Et je pense qu'à un moment, si dans les équipes il y avait eu parmi tous les âges, il est toujours blanc, hein, l'homme, hein, en dehors de ça. Et je pense que si dans les équipes il y avait eu des gens et des femmes et des gens non blancs, peut-être que ce film n'aurait pas ressemblé à ça. Alors, je ne sais pas si le client aurait acheté, j'en sais rien. Mais il y a un moment, on ne va pas pouvoir continuer à avoir ce genre de communication. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas que des hommes blancs qui achètent des utilitaires. Ouais, c'est impressionnant. Et puis, c'est même dangereux aujourd'hui. C'est même dangereux aujourd'hui de faire une pub comme ça. Le bad buzz est pas loin, quoi. Ben oui, mais personne n'en a parlé. Et je pense que les gens pensent pas à mal en le faisant. Je pense pas qu'à un moment, le client s'est dit « Attention, c'est important de pas mettre de femmes ». Je pense pas que ce soit quelque chose de voulu et de pensé. Je prête pas des mauvaises intentions ni à l'agence ni au client. Mais je dis juste qu'il y a un moment, il y a différents points de vue et c'est important que tous ces points de vue s'expriment parce que c'est ça la vie et c'est ça notre pays, en fait. C'est pas que des vieux gars qui conduisent des utilitaires. Et c'est pareil, là, en ce moment, on voit la communication qui est en train de se faire sur les sites de paris sportifs. Qui cartonnent et qui, eux, pour le coup, ciblent à mort la diversité. Parce que c'est très bien que qui joue au paris sportif, c'est beaucoup de gamins de cité et de gens qui n'ont pas énormément de blé. Donc là, c'est sûr qu'ils vont cibler différemment. Et alors, par contre, dans ces films, il n'y a pas de nana qui joue, quoi. Le pari sportif, c'est que les mecs. Et là, il y en a un qui passe, d'ailleurs, qui a été réalisé par une femme, et c'est très étonnant. Moi, je vois le film. Alors, il y a une fille à la fin qui félicite son copain d'avoir gagné, mais il n'y a pas de fille qui joue. Et moi, ça me choque quand même. Alors, je ne sais pas qui a décidé tout ça. Et c'est vrai que probablement, je pense que les hommes jouent beaucoup plus que les femmes. Mais quand même, quand je vois le film, je trouve ça étrange, moi. Ouais, moi j'imagine ça comme une décision à un moment où on dit, où c'est peut-être l'annonceur qui dit non, ma cible, il est comme ça.
les femmes, c'est un tout petit pourcentage de nos utilisateurs. Donc moi, je veux un film efficace et je vais être sûr que ça marche, quoi. Probablement, mais sur une représentation d'une quinzaine de joueurs, est-ce que ça mange pas de main de mettre une femme dedans et justement d'aller récupérer des potentiels clients, quoi. Clairement, ou en tout cas montrer que tu as compris qu'on était en 2021. Exactement. Tu vois, même si tu vas pas chercher des clientes. Ouais, c'est assez étonnant. Et puis, même, tu dis que c'est une réalisatrice qui même quand c'est une réalisatrice, peut-être qu'elle n'arrive pas forcément à faire passer cette idée-là. Hein. Ah, mais complètement. Hein. C'est pas du tout un reproche de dire que c'est une réalisatrice. Au contraire, c'est que ils réussissent le pari de prendre une réalisatrice, ils réussissent le pari de faire un film avec de la diversité. Mais il y a quand même il y a un truc bizarre dans la manière dont en tous les cas, moi je trouve, dont il représente ce monde des gens qui jouent, puisqu'il n'y a pas de femmes, quoi. À part celle qui à la fin dit super mec, c'est bien, t'as gagné. Bravo mon chéri, grâce à toi on a gagné de l'argent. C'est un peu comme ton artisan qui se lève et la femme qui reste au lit, quoi, quand même. Quelle feignasse. Ça marche. Et du coup, ouais, en termes de justement, je te demandais un peu conseil pour un ou une jeune réal. En prod, justement, qu'est-ce que tu conseillerais quoi à des gens qui auraient justement ton âge quand tu as fait ton premier stage, qui veulent faire de la prod, qui savent pas trop forcément par où commencer. Pour toi, c'est quoi la bonne façon de faire aujourd'hui pour intégrer une boîte comme Icono? Le stage. Ouais. D'ailleurs, la plupart il y a beaucoup de producteurs chez nous qui sont des anciens stagiaires. Ouais. Mais même là, je pense que déjà, c'est quand même une difficulté. Alors, c'est une difficulté déjà pour les gens qui sont dans le milieu et qui essaient de trouver un stage en prod. Mais je parle même des gens qui ne savent pas encore qu'ils veulent faire de la prod. Tu vois, c'était un peu ton cas, en fait, même si tu aimais le cinéma. Je trouve que c'est un milieu où tu as besoin limite de connaître quelqu'un qui peut te dire c'est possible, quoi. Ouais, alors c'est vrai que nous, on travaille avec une association que je recommande, qui fait un boulot vraiment génial, qui s'appelle Viens voir mon taf, qui justement organise et des conférences dans les lycées et des stages de troisième plutôt dans les lycées de zone d'éducation prioritaire, où justement les stages sont destinés à expliquer, donc c'est des stages d'orientation de troisième, à découvrir tous les métiers liés à la production. Et c'est ça en télé, en film, chez nous en pub. Et pendant une semaine, en fait, c'est des kids qui aiment ce métier-là, mais en fait connaissent même pas la réalité de ce que c'est que d'être monteur son, que de faire de la compta en prod, qu'est-ce que c'est qu'un directeur de production, qu'est-ce que c'est qu'un producteur. Et donc pendant une semaine, ils viennent et ils font une demi-journée avec chaque corps de métier, et ça leur permet de découvrir la post-production, le montage son, le mix, la partie, non, mais ils font aussi de la compta, ils font aussi de la prod, un peu de mise en scène, qu'est-ce que c'est un plan de travail, qu'est-ce que c'est de la direction artistique, qu'est-ce que c'est de faire une note d'intention. On essaie de les amener sur un tournage si on en a un. Et en fait, ça leur permet déjà de comprendre tous les différents métiers liés à notre business et de se dire ah ouais, non mais ça j'ai adoré, c'est ça que je veux faire, c'est le son c'est trop génial. Et c'est vrai que si tu ne connais pas quelqu'un qui t'amène un petit peu sur les plateaux ou sur en effet comme tu dis qui te fait découvrir ce métier, c'est impossible de connaître la quantité de métiers liés à notre business, et il y en a plein. Et c'est vrai que pour ça, cette association, elle est géniale parce qu'elle va placer les stagiaires sur une émission de télé, dans des prods, et eux, en fait, ça leur permet déjà de se dire ah mais ouais, c'est vrai, je peux le faire, je peux réussir à faire ça, une idée qu'ils n'auraient pas obligatoirement eue. Et derrière, essayer de trouver plus de stages, de trouver les études qu'il faut faire qui correspondent au métier qu'ils veulent faire, etc. Ouais. Ah, c'est top. Et du coup, vous faites ça? Vous bossez avec cette association et de temps en temps, vous avez des stagiaires de troisième. D'accord. Ouais.
Super. Et vraiment, s'il y a d'autres productions qui m'écoutent, c'est génial. S'ils peuvent les aider, c'est une association qui fait un boulot vraiment super. Ou en prenant des stagiaires de troisième, ou en leur donnant une partie de leur taxe d'apprentissage, parce que ils organisent des conférences dans les lycées, dans les collèges. Ils font du soutien scolaire par Zoom en ce moment, justement, parce que c'est vachement compliqué. C'est vraiment une association canon. Viens voir mon taf, ils ont un site. Vous pouvez voir ce qu'ils font sur leur site. C'est top. Et ils font que des métiers autour la découverte, c'est que des métiers autour de... En fait, autour de l'audiovisuel. Ça a été fondé par deux journalistes qui se sont rendus compte justement qu'il y avait un manque de diversité dans les équipes des journalistes. Et en fait, elles se sont rendues compte que même si les jeunes, ils pouvaient rêver de faire un métier lié à l'audiovisuel, ils avaient une telle méconnaissance de ce que c'était la réalité d'un plateau, de comment c'était organisé, qu'ils se permettaient même pas d'avoir ce rêve, en fait. Et c'est comme ça qu'elles ont commencé avec les stages de troisième, et puis derrière, ils ont un peu plus développé leur activité avec les conférences, etc., etc. C'est hyper intéressant. Et moi, je pense vraiment qu'il y a des gens qui n'imaginent même pas ces métiers-là parce qu'ils sont pas très très répandus dans la société et que quand on parle à quelqu'un qui n'y connaît rien, le premier réflexe c'est souvent de dire que c'est les métiers du spectacle, que c'est les métiers précaires, alors qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en fac de physique comme toi à cet âge-là parce que ils savent pas que ça existe. Exactement. C'est pour ça que je trouve le travail de Viens voir mon taf hyper intéressant, parce qu'en fait, de mettre ça dans la tête d'élèves de troisième, en fait, ça peut changer complètement leur perspective sur le lycée. Peut-être que ça va leur donner la niaque pour un peu plus bosser à l'école, pour pouvoir intégrer je ne sais quelle école, je ne sais quelle fac, et leur donner en fait un petit but à l'horizon de quelque chose qui les motive dans la vie. Ah, c'est super. Donc c'est Viens voir mon taf, c'est ça l'assaut. Ouais. D'accord. Je t'enverrai. Okay. Avec plaisir, je le mettrai dans la description. Super, j'ai une petite question pour toi aussi sur si on revient sur ce que tu fais chez Iconoclast. Si j'ai bien lu, depuis quelques années maintenant, tu es passé Managing Director. Donc ça veut dire DG, c'est ça ? Oui, je crois. En quelque sorte. Je crois que c'est la traduction classique. Donc DG pour la pub, c'est ça ? Ouais. Et qu'est-ce que ça a changé ? La pub, le digital et le clip. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que t'es à la tête de cette partie-là et que du coup, les producteurs travaillent pour toi, entre guillemets, sur ces thématiques-là. Oui. C'est plus horizontal que ça, peut-être. Ouais, c'est plus, ils se retournent vers moi s'ils ont un souci ou s'ils ont besoin d'aide et j'essaie un peu de centraliser les infos, le collectif, de faire les liens avec les différentes entités et les différents départements de la boîte, et puis d'organiser aussi. Mais du coup, dans ton job aujourd'hui, tu produis un petit peu moins et tu organises un petit peu plus ? C'est pas si clair que ça. Ça dépend quand il y a un projet, quand il n'y en a pas. Je produis autant qu'avant et j'organise aussi. En plus, voilà. Non, et puis j'essaie de faire j'essaie aussi de participer au développement d'Iconoclast, sur d'autres projets, sur le recrutement des talents, que ce soit dans les équipes de production, que ce soit dans les réalisateurs. Voilà, Viens voir mon taf, ça fait partie des choses que j'ai mis en place. Voilà. Ouais, des choses un peu plus globales. Ouais, exactement. D'accord. Ok. Super. Super. Écoute, c'est hyper intéressant tout ça. Je te remercie de partager. Et moi, j'avais envie de te poser un peu une dernière question concernant justement la suite, quoi. Alors là, il y a le Covid, mais je pense que comme toutes les prods, vous en avez pâti. Mais est-ce que disons, vous avez déjà en tête
des nouveaux projets que vous avez envie de développer avec Iconoclast, ou est-ce que vous avez envie déjà de retrouver la forme que vous aviez avant le Covid? C'est quoi un peu le demain pour Icono et pour toi? Alors, est-ce que ça va redevenir comme avant? J'en suis pas sûre, et j'essaie de pas trop y penser parce que j'ai pas envie d'être déçue. Et puis c'est pas plus mal. Si les choses changent, tant pis, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. La question, c'est comment s'adapter. Après, moi, ce que j'aime chez Icono, c'est qu'on est assez libre et assez versatile. C'est que on essaie de développer de la fiction, des contenus, du contenu en général, pas faire que de la publicité. Et ça, c'est d'autant plus avec la pandémie et l'explosion des plateformes type Netflix, Amazon Prime Video, Apple, etc. Il y a une demande, et ça c'est génial. Est-ce qu'un jour ça va se recouper avec la pub? Peut-être pas. En tous les cas, ce que j'aime chez Iconoclast, et ce que je trouve qui fait partie de la force d'Iconoclast, c'est le fait de pouvoir faire plein de choses différentes. Et c'est-à-dire pouvoir faire un peu de fiction, pouvoir faire un peu de pub, pouvoir faire un peu de clip, pouvoir faire de la photo, et que tout ça se nourrisse en fait, parce que c'est inspirant et que c'est fun. Voilà. Super. Écoute, on va rester sur ce joli mot de la fin. Charlotte, je te remercie vraiment d'avoir participé et d'avoir autant échangé et donné des infos sur ton métier. C'est super intéressant. J'espère que ça donnera envie à des gens de s'y mettre, de partager avec l'asso Viens voir mon taf là dont tu parlais. Et en tout cas, voilà, je veux te remercier et puis vous remercier tous ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci Charlotte, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a 3 choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur lepodcastdelaprod@gmail.com. Merci et à très vite.